Bonsoir mes oiseaux de nuit, vous qui êtes à l'écoute de ce 11e numéro de l'œil de la nuit pour cette deuxième saison sur les ondes de Radio Ens. Comme à l'accoutumée, notre invité vous ouvre les portes de son monde intime. Vous découvrirez ce qui l'inspire, comment elle travaille et ce qui l'a poussé à se lancer dans la création, l'innovation ou l'entrepreneuriat. Ce soir à mon micro, je reçois Loane Coste, autrice, compositrice et réalisatrice de musique, dont le 4e album a paru en juin dernier. Ça s'appelle L'air de la nuit, un titre tout à fait propice à notre échange nocturne. Bonsoir Loane. Bonsoir Claire. Pour celles et ceux qui nous écoutent et qui ne te connaissent pas encore, j'aimerais débuter cet entretien par un souvenir avec toi, car on se connaît depuis longtemps. Nous nous étions rencontrés un soir d'hiver, juste après les attentats de Charlie Hebdo. Tu étais ma voisine du dessus. On s'est croisés pour la première fois ce soir-là dans l'escalier. On était toutes les deux accompagnées, on a décidé de boire un coup, tous ensemble chez moi, et de mettre une bougie à la fenêtre, juste pour sentir qu'on n'était pas seuls avec notre sidération. On avait besoin d'échanger, de partager, comme on l'a tous fait après le 13 novembre. Cette rencontre restera gravée dans ma mémoire, et je te remercie d'avoir répondu à mon invitation et d'avoir fait le déplacement depuis la Normandie. Eh ben, je suis ravie d'être là. Je me replonge dans ce souvenir et c'est hyper fort. Là, j'en ai des petits frissons. Ouais, c'était. Ouais. Loane, ton premier album Jamais Seul est sorti en 2008 chez la Major EMI. Ensuite vient Le Lendemain en 2011 et puis tu décides de monter ton label 8h5, d'y sortir ton album Alone en 2019. Puis cette année donc L'air de la nuit avec le label indépendant Kwaidan. Tu réalises seul ta musique avec un clavier dans ton studio. Tu viens de composer et produire la musique pour un documentaire diffusé sur Arte. Et tu dis de toi que tu adores créer de la musique pour l'image, que ce soit documentaire, cinéma, illustration sonore, pour une exposition récemment par exemple. Tu vas nous en dire plus tout à l'heure. Tu as d'ailleurs travaillé avec Michel Gondry sur la musique de son film L'écume des jours en 2013. Tu dis toi-même que c'est un moyen différent de t'évader à travers l'imaginaire et l'univers d'autres créateurs. Tu as aussi interprété des duos avec Christophe, Lenny Kravitz, Daniel Dark et In Excess. Excusez du peu. Enfin, tu t'es engagé contre les violences sexuelles faites aux enfants en montant un collectif qui s'appelle l'association 160 000 enfants, @soutien civise 1 sur Insta. Et aussi un festival avec une journée de concert, de rencontres artistiques autour de la protection de l'enfance qui aura lieu le 31 janvier prochain à la commune de Saint-Ouen, @160 000 _enfants _ festival sur Insta. Tu as composé 2 chansons qui parlent de ton engagement, Petite et sans suite, sur la justice sans suite qui abandonne les enfants et les femmes puisqu'elles ne les croient pas. Ton association soutient dans son combat le juge Édouard Durand qui a présidé la Civise, la commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants. Celui qu'on appelle le juge qui parle aux enfants avait été écarté de sa mission après avoir rendu son rapport le 20 novembre en 2023 avec 82 préconisations sur la protection des mères et des enfants, puisque tu ne protèges pas les enfants si tu ne protèges pas d'abord les mères, et qui ne sont toujours scandaleusement pas appliquées aujourd'hui. On salue le juge Édouard Durand s'il nous écoute, j'espère. Tout à fait, oui. Peux-tu nous parler rapidement de ton actualité ? Où est-ce qu'on peut t'écouter bientôt ? Alors, mon actualité, tu veux dire en live, sur scène. Alors, je prépare actuellement une performance live avec une artiste qui s'appelle Nassim Nasser et qui est à la Cité des Arts en résidence pendant 3 mois, australienne d'origine iranienne. Et c'est une vidéaste qui fait des œuvres aussi, des vidéos et images à l'aide de peinture, de plein de choses. Elle est dans un univers où elle parle beaucoup de la parole, du silence, elle dénonce beaucoup de choses, elle parle de la liberté, de son ancrage dans sa ville d'origine, dans sa ville où elle vit aujourd'hui. Et nous préparons une performance qui aura lieu le 17 décembre à la Cité des Arts. Je vais faire des chansons au piano-voix. Il y a un grand piano à queue qui est magnifique à l'auditorium. On a la chance d'avoir l'auditorium, qui est à disposition pour nous, notre projet. Et Nassim va projeter ses vidéos. Et ça va vraiment être une performance unique où on réunit nos œuvres. Ok, voilà, 17 décembre, prenez vos places. Écoute, c'est parti pour la suite. Alors, je commence toujours l'interview par demander à mon invité comment elle crée, comment elle travaille au quotidien. Pour commencer, comment tu définirais ton travail, ton style de musique ? Tu parles d'électropop pour ton dernier album, par exemple ? Ouais. Alors mon dernier album, les électropop, synth-pop, c'est-à-dire beaucoup de sons synthétiques, de synthé analogique. Je travaille avec des boîtes à rythme et voilà, beaucoup de sons qui viennent de machines. Mais je crée à l'origine, sur un piano depuis que je suis petite. C'était
mon instrument de base. Donc j'ai un lien avec le piano, cet instrument acoustique qui résonne avec des marteaux. Enfin, on est dans un vibrant. Et c'est comme ça que j'ai commencé à composer de la musique. Et effectivement, j'adore mélanger les deux, c'est-à-dire les sons acoustiques des batteries ou des pianos notamment. Parfois des guitares aussi, avec tout le côté synthétique des sons un peu new wave ou électropop, électro que j'écoute beaucoup. Donc je mélange des univers que j'aime et voilà. Si tu parles pour les autres, tu parles aussi pour toi-même, comme sur Ne t'en fais pas, très belle ode à la ville qui t'a inspiré ta nouvelle vie entre le bord de mer, la Normandie et le tumulte parisien. Ailleurs, tu dresses le tableau d'une charge mentale envahissante et tu chasses des idées noires sur un beat club dansant avec Serre le cœur. Comment ton quotidien te nourrit pour créer ? Quelles sont tes inspirations au quotidien ? Alors, mes inspirations, c'est la vie de tous les jours, évidemment. J'ai vraiment la chanson, par exemple, charge mentale. J'ai pas eu besoin beaucoup de regarder vraiment très très loin pour pouvoir écrire mes textes. J'ai juste fait la liste des choses que je faisais dans ma vie et encore j'ai pas tout mis. C'est la vie, c'est une vie réelle. Après ça se mélange avec l'imagination et l'inspiration, la musique, les mots, comment les mots sonnent. Donc en fait, c'est un mariage. Enfin, écrire une chanson, c'est pour moi une alchimie, une rencontre entre des réalités de la vie et un monde imaginaire dans lequel ces réalités viennent s'engouffrer et viennent prendre une nouvelle forme, une forme avec des sonorités, des mots choisis, des choses qui sont lancées comme ça sur une mélodie à travers des mots, une composition et ça donne une chanson. Donc inspirée de choses autour de moi, pas forcément de ma vie, mais de choses que je peux voir, surtout de ce que je ressens, parce que je trouve que les émotions, c'est un vecteur, pour moi, le premier vecteur de compréhension du monde. Et j'ai mes yeux, mais j'ai surtout mes ressentis. Donc tout ça, ça passe par le canal émotion, et après par le canal main, piano, voix, mots qui sortent. Et parfois, j'ai des textes qui viennent naturellement, sans réfléchir. C'est un peu magique tout ça, c'est mystérieux plutôt, la création. Ces moments qui nous emmènent, mais c'est ce que je cherche aussi à travers la création, c'est de dire des choses de la réalité, porter la réalité dans une création et aussi me laisser emporter par ce monde qui me fait du bien et qui m'aide à supporter aussi la réalité. Donc c'est un dialogue entre la réalité et l'imaginaire. Tu parles d'une rencontre pour ton dernier album avec le producteur belge Joachim Gorbek, alias Tasca Black. Peux-tu nous expliquer comment tu l'as rencontré et plus globalement le rôle des différents producteurs sur tes albums ? Alors sur mes albums, j'ai eu comme tu l'as dit, j'ai travaillé au tout début avec une major. J'ai eu la chance de signer chez EMI et avec un gros éditeur aussi, parce que j'avais eu aussi la chance de faire un live un soir en direct qui n'était pas du tout prévu et j'ai chanté sur un plateau. C'était Didier Varro qui m'avait programmé, mais vraiment du jour pour le soir. Ça s'appelait Ce soir ou jamais, l'émission. Et depuis ce moment-là, c'est vrai que ça a déclenché beaucoup de choses. C'était Frédéric Tadei qui m'avait reçu. Et donc j'ai signé derrière en major. Donc il y a eu le rôle des producteurs qui m'ont accompagné, qui ont vu que j'avais cette musique en moi et qui ont voulu développer tout ça avec moi. Leur rôle, ça a été vachement important parce que ils m'ont orienté dans mes choix. Ils m'ont accompagné dans mes choix artistiques, mais plus les albums sont passés, plus en fait mes choix sont complètement. Ça fait même depuis le deuxième album que je n'ai écouté plus que mes propres goûts. Voilà, j'étais pour mon deuxième album, j'étais dans les studios de Parawan avec Tahiti Boy. Yann Arnaud, et on était entre nous, on a fait notre cuisine, on était vraiment autonomes, indépendants, même si j'étais dans une major, et je crée mes sons. Voilà, c'est pareil, ça passe par
une validation de l'émotion. C'est bien ou c'est pas bien, mais c'est pas rationnel, quoi. Enfin, c'est pas quelque chose où on peut pas forcer quelqu'un à aimer quelque chose, ou on peut pas dire à quelqu'un, mais si, tu vas aimer ce son plus que celui-là, ou ça c'est mieux que ça. Enfin, les goûts ne se forcent pas, donc j'ai été assez libre là-dedans de choisir mes sons. Et puis ensuite j'ai monté mon label, et là j'ai en plus de faire ma musique, de réaliser mon album seul, j'ai aussi monté mon label. Donc je suis passée par tout le système de toute la chaîne en fait de production du disque, des premières notes de musique au pressage, au mixage. Ouais, c'est vrai que jusqu'au pressage. Voilà, et jusqu'aux trucs, même tous les trucs galères, hein, les trucs administratifs, les subventions, ou tout ce qu'il faut faire tout ce qu'il faut faire pour être dans les codes, dans les clous de la production d'un disque. Donc il y a tellement de choses. Je créais plus, en fait. À un moment donné, je faisais plus de musique. Je faisais beaucoup d'administratif, et j'étais très contente. D'ailleurs, mon album s'appelle Alone. C'est l'anagramme de mon prénom, et il portait très bien son nom. C'était aussi un hommage à tous ces artistes, indépendants, et puis à l'artiste solitaire, on est beaucoup comme ça, et on est beaucoup d'artistes à se lancer aussi dans l'aventure seule, l'aventure de l'auto-entrepreneuriat. Et c'est vraiment un chemin qui est compliqué, enfin qui est courageux aussi. Ces artistes-là, ils sont courageux, et c'est pas facile. C'est pas facile de choisir cette voie-là, mais voilà, c'est vraiment très enrichissant. Et ensuite, je suis arrivée dans un nouveau label indépendant, le label de Marc Collin, qui a notamment sorti le projet Nouvelle Vague, Corinne, etc. Enfin, plein d'artistes vraiment que j'aime beaucoup. Et là, c'est un label indépendant, mais qui m'a dit, si tu veux, nous, on s'occupe de tout. Donc, en fait, je me suis remise dans un label, mais avec une grande indépendance d'artistes indépendantes, avec un label indépendant. Et j'ai trouvé un équilibre qui était vachement bien aussi. Et tu as fait pas mal de duos, comme je l'ai dit en intro. Avec qui tu souhaiterais chanter bientôt, si tu pouvais dans les duos, aujourd'hui, il y a beaucoup d'artistes féminines que j'aime beaucoup. Si je pouvais faire un duo avec plein d'artistes, disons que ce serait, par exemple, Jeanne Haddad, Flore Benguigui, Lisa Pariente ou Rebecca Warrior. Par exemple, ou Hall, que j'aime beaucoup. C'est en ce moment, je les écoute pas mal. À bon entendeur. Tu parlais de la création comme vecteur d'émotion. À ton avis, quelle part de travail et de talent dans le fait de créer ? Quelle part de talent et part de travail dans le fait de créer. Est-ce que c'est inné, ou est-ce qu'il faut bosser ? Il faut bosser, ouais. Je pense que, en fait, il y a le côté, il y a le talent dans le sens tes skills, donc ce que tu apportes dans une œuvre, tes compétences, ton univers. Mais une fois que tu as sorti ton univers et que tu as mis les premières touches de couleur sur ta toile, t'as un peu fait l'esquisse de la figure que tu veux dessiner. Si la chanson était une peinture, ou de la robe que tu veux créer, du tissu, t'as choisi les couleurs, les matières, mais après, quand t'as ta vision, il faut travailler, quoi. Et en fait, la nuit, j'invente, et le jour, je travaille. C'est intéressant, ça. On va en parler après dans la troisième partie. Est-ce que tu connais l'angoisse de la page blanche, entre guillemets, et comment tu la conjures ? L'angoisse de la page blanche, je l'ai déjà rencontrée, à la sacrée angoisse. Quand effectivement il faut rendre une copie. Donc ça, c'est toujours un exercice que je pense qu'on n'aime pas trop quand on est créatif, parce que en fait, les injonctions de rendre une copie, ça va pas du tout avec la liberté d'expression, le temps que prend le fait de créer. On est dans des temps longs quand on crée en général, et qu'on peut pas maîtriser. C'est aussi là-dedans que s'engouffre la magie. Il y a des projets qui prennent 3 ans, 5 ans,
3 minutes. Et c'est vrai que de rendre une copie déjà de base, c'est méga angoissant. Parce que d'un coup, on se confronte finalement à cette compétence. D'un coup, ça devient une compétence. Il faut qu'on la prouve. Il faut qu'on prouve qu'on est, on est bon là. Hein, vas-y, rends-nous le truc. Donc voilà, je l'ai déjà eu la page blanche. Et dans ces cas-là, je crois que la nuit porte conseil. Le temps, il faut laisser le temps. Et puis effectivement, être disponible et recevoir l'inspiration. Il faut toujours être disponible, à dispo, en se disant là, il y a quelque chose qui va arriver, mais pas trop forcé parce que. Et dans le cas où ça ne vient vraiment pas, qu'est-ce qu'on peut y faire ? Enfin, ça vient pas, je sais pas. C'est apprendre la patience. Ouais. Faut dire peut-être que ça viendra demain. Mais en général, ça se débloque assez vite parce que le cerveau, il est quand même hyper bien foutu. Et étrangement, les choses se débloquent toujours un peu juste avant. Où il y a des solutions qui se dessinent en last minute et en fait, c'est pas du tout des solutions de seconde main. La plupart du temps, en fait, le cerveau, elle a travaillé des jours et des jours et des jours, et il te donne la solution un peu last minute, mais c'est la bonne solution. Et je fais vachement confiance à la puissance du cerveau, de tout ce qu'on maîtrise pas, et ça marche pas mal. On va continuer cet échange, mais d'abord, on marque une première pause musicale avec son premier morceau choisi. Ça s'appelle Fallait-il d'Aston Villa, Alex Goffer, Rework. Radio Ems, l'essentiel de la musique. Jusqu'à la fonte des glaces.
Loane, pourquoi ce titre ? Alors, je l'écoute beaucoup en ce moment. C'est la raison pour laquelle je voulais l'écouter ici. Et j'aime beaucoup cet artiste Aston Villa et Fred, le chanteur. C'est une personne que j'ai rencontrée il y a pas très longtemps et que j'apprécie beaucoup et dont l'univers et la personnalité m'ont touchée. Et cette musique, elle est juste super belle, donc je l'écoute beaucoup et voilà. Beaucoup de synthé aussi, on sent que ça te parle. Ouais, le rework électro me parle vachement aussi, comment mélanger les univers de deux artistes. Donc, Eh ben, on va continuer avec la deuxième partie de l'émission. On aborde une question importante, celle des origines, pour savoir s'il existe un instant zéro à la vocation de créateur ou de créatrice. Tu parles pour ton dernier album des influences maternelles. Dans le texte qui l'accompagne, je cite « Vous l'avez connue, Loane, elle s'appelle désormais Loane Cos du nom de sa mère. Outre la force de la transmission maternelle revendiquée, ce changement fait écho aux tonalités de l'air de la nuit, 4e disque en forme de synthèse d'une première partie de vie. Est-ce que tu peux nous dire un peu plus sur cette transmission maternelle ? Alors dans cet album, effectivement, ça s'est imposé à moi. Je pense que j'ai intégré beaucoup plus de notions, de données, de choses de mon histoire qui sont venues s'entremêler avec la création de mes chansons. Et j'ai voulu, en mettant le nom de ma mère à côté de mon prénom, parce que je suis vraiment née Loane, c'est mon vrai prénom. Coste est le vrai nom de ma mère. Et j'ai voulu ramener un bout de l'histoire dans mon parcours artistique. Et puis c'est aussi un hommage à la lignée féminine de ma famille et de porter un héritage féminin dans ma musique et que je souhaite porter vraiment haut et avec force et voilà et les plus belles chansons possibles. Et pourquoi une synthèse de première partie de vie ? Tu ressens la crise de la quarantaine ou c'est... Une synthèse, là c'est, je sais pas, une synthèse, disons que je pense que c'est un moment de vie où en fait on se découvre toujours à chaque moment de vie, à chaque dizaine qui arrive et c'est vrai que j'ai encore grandi, j'ai évolué avec cet album m'a porté un peu comme une mère porte un enfant, mais c'est cet album qui m'a porté et qui m'a c'est vrai qui résume pas mal de choses de ma vie aujourd'hui. C'est un point sur ma vie. Je fais pas la crise de la quarantaine, mais j'intègre beaucoup plus de choses dans cet album que j'en avais intégré. Alors c'est assez personnel, mais c'est aussi des nouveaux combats dans ma vie. Ce sont des nouveaux sujets dans mes chansons, des choses qui n'étaient pas encore apparues dans mes chansons, dans ma musique, et qui aujourd'hui apparaissent et qui me paraissent nécessaires et évidentes. Voilà. Tu es maman, je crois. Comment la maternité influe sur ta créativité ? Alors, ça c'est marrant parce que quand ma fille est née, j'ai fait une chanson sur mon album Alone qui s'appelle Andrea, de son prénom, et que j'avais eu la chance de terminer, enfin dont les arrangements ont été terminés par Olivier Marguerite, et c'était merveilleux parce que j'écoutais tout le temps son album quand j'étais enceinte, un album justement où il parlait de la naissance de sa fille. Echo et quand j'ai moi fait une chanson sur ma fille quand elle est née, une chanson qui m'est apparue, qui s'est imposée à moi, je lui ai demandé de la terminer cette chanson et il a accepté. C'était pour moi assez merveilleux comme des cycles, quelque chose un peu magique, et la chanson m'a bouleversée d'autant plus qu'il a mis des arrangements vraiment magnifiques, la guitare, les batteries sont merveilleuses, enfin ce sont ces batteries. Donc oui, je pense que la maternité, comme pour lui, ça s'insère dans nos créations
ça s'impose. Ça nous fait, m'a fait aller plus loin dans ce que je raconte, et puis en tant que personne, ça me pousse et ça me pousse à aller beaucoup plus loin dans les sujets que j'aborde, dans une vérité, dans ma vérité, parce que pour ma fille, je suis en recherche d'encore plus de vérité, mes vérités. C'est-à-dire que je le faisais déjà avant. Je suis quelqu'un qui a toujours beaucoup réfléchi sur moi. Je me remets en question. J'ai beaucoup travaillé sur moi. Et c'est vrai qu'avoir un enfant, ça m'a encore plus amené vers ces rivières où on n'a pas forcément encore été. On a été déjà dans plein de cours d'eau, cherché dans plein d'endroits, des fleuves, des forêts qu'on connaissait pas, des pays inconnus. On a plongé dans des seaux d'eau froide, des seaux d'eau chaude. On a travaillé. Et l'enfant, il ouvre encore des pays qu'on n'avait pas vus. C'était des pays encore un peu inconnus. Et donc, voilà, ça m'a permis d'ouvrir des portes de ma propre vérité. Est-ce qu'il y a une rencontre décisive dans ton enfance, une figure inspirante qui a guidé tes pas et ton parcours créatif ? Dans mon enfance ? Ouais. De quelqu'un que j'aurais rencontré en vrai. Tes parents ? En fait, la figure créative qui m'a vraiment emmenée, qui m'a pris la main et qui m'a vraiment amenée jusqu'ici, c'est, je pense, il y a une forme de solitude qui était et vraiment embrassée et pas comprise ou pas tout à fait gérée. Quand on est petit, la solitude, c'est quelque chose. Je me souviens que c'est quelque chose que j'ai eu du mal à comprendre ou à dealer avec. Donc, je pense que c'est ce qui m'a vraiment poussée à me retrancher dans l'art, dans la musique, dans le piano. Je jouais tous les soirs du piano, au moins 2 heures. C'était mon échappatoire. J'écrivais des textes. Il fallait que ça m'a poussée à créer un univers dans lequel je créais la nourriture pour me sentir remplie. Peut-être moins seule. Ça ne veut pas dire que j'ai pas été entourée, mais c'est un sentiment que j'avais en moi et que j'ai été, qui m'a fait aller beaucoup plus loin que juste jouer du piano et puis continuer ma vie comme si ça n'existait pas. C'est devenu vital, une nécessité, un besoin impérieux pour respirer. La musique, voilà, j'y ai mis mes respirations. Quand est-ce que tu as commencé à écrire et à composer, en fait ? Parce que là, tu parles de l'enfance, mais vers quel âge ? Alors, j'ai écrit vers... J'avais genre 6 ans, mes premières chansons, j'ai à peu près 6 ans. 5 ans. Je me souviens des paroles. Je ne vous les donnerai pas ici. Je ne vous donnerai pas cet honneur. Parce que je parlais d'une fille qui a un chapeau. Enfin bref, il va falloir vendre le chapeau. Bon, c'était un peu... Mais c'est mes premières chansons. Voilà, c'était un peu comme ça sur un synthé. J'avais un Yamaha qui avait des rythmes d'ailleurs. Et puis mes premières chansons avec des textes qui commencent à être un petit peu écoutables. Je dois avoir 11 ans. Et là, je m'adresse à mon père. Et c'est après que je me rends compte qu'en fait, voilà, c'est toutes ces choses-là qui m'ont amené à créer un besoin. Et là, cette première chanson un peu audible s'adresse en fait à mon père et qui est pas là et dans laquelle je lui dis est-ce que même à côté de toi, tu me manques ? Voilà, je lui dis ça. Le premier grand texte de poésie dans ma vie. Même à côté de toi, tu me manques. C'est plus profond que ça. Et voilà. Et donc, j'ai mes premières chansons qui naissent comme ça. Et je pense que je dis pas qu'il faut être dans le manque ou dans la peine pour créer. Mais il se trouve que c'est le terreau de beaucoup de chansons quand même. Et il y a un terreau là-dedans, dans nos histoires de famille, dans nos histoires de manque, de solitude d'enfance. Et des choses qui se réparent à travers l'art. L'art, elle est là pour magnifier, faire du beau avec du vide. Avec la souffrance aussi. Avec la souffrance, avec les moments difficiles. Et ça devient forcément un besoin. Et puis, quand, après, j'ai la chance d'avoir continué, d'avoir toujours été habitée par ce besoin-là. Et ça nous amène à parler de l'artiste torturé, enfin,
du cliché de l'artiste torturé, parce qu'on va passer à la dernière partie de l'émission sur l'identité du créateur, la créatrice. C'est quoi se poser comme créateur et comment on s'est défini par rapport aux autres? Alors, ouais, on viendra à l'artiste maudit dans cette partie. Est-ce qu'on crée pour soi ou pour les autres? Alors, je pense qu'au départ, le terreau, c'est soi et c'est sa propre, son univers un peu abîmé ou joyeux. Enfin, on crée. Moi, j'ai créé par nécessité. C'est comme un besoin. C'est un peu comme Rilke qui dit dans les Lettres à un jeune poète, demande-toi pour savoir si tes vers sont bons, parce qu'il lui demande est-ce que mes vers sont bons dans les poésies qu'il fait. Et c'est Capus qui lui répond déjà demande-toi sous la lune si on te privait de créer, est-ce que tu pourrais mourir ou est-ce que tu pourrais continuer de vivre. Et c'est plus cette question-là que de savoir si tes vers sont bons. Et c'est vrai que voilà, quand ça devient une nécessité, je pense que c'est déjà pour soi-même. Donc, et ensuite, on le fait pour les autres parce que ça donne une vraie raison de continuer. Quand il y a quelqu'un qui vient vous dire que la chanson l'a touché, quand je reçois un message, rien qu'un message qui me dit merci pour ce texte, merci pour cette chanson, voilà. T'es hyper ému. Ouais. Quand tu parles de ça. Ouais. Forcément, en tant qu'artiste, tu as un rapport à l'image, à ton style, ton look. Je t'ai connue brune, t'es blonde. Quel est ton rapport au regard de l'autre? Alors, le regard de l'autre n'a pas été... c'est compliqué. Hein. Vous avez 2 heures devant vous ou pas? Non, malheureusement. Si seulement. Radiohumsphilo.fr. C'est complexe parce que j'ai pas... c'est un vaste sujet. Le regard de l'autre, sur plein de points, je m'y intéresse, mais pas du tout. Parce que je suis vraiment dans mon monde, dans mes choses, dans ma recherche. Donc, voilà. Je sais où je vais, j'ai appris à m'en défaire, surtout à travers mon travail sur moi, mes thérapies, mes choses comme ça aussi, pour apprendre à savoir qui on est. On se détache naturellement du besoin de plaire aux autres. Et le regard de l'autre, c'est pas non plus quelque chose qui m'a beaucoup trop accompagnée quand j'étais petite, parce que j'étais quand même vachement dans mon univers et un peu à part. Après, l'adolescence, on essaie toujours de coller un peu au cliché, mais très vite, on se rend compte que, on est un peu unique, et justement, c'est ce qui fait qu'on est un peu solo, solitaire, que voilà, on vit sa vie, que moi, je commence à écrire mes chansons sur sortir, la nuit, les trucs, enfin, on vit sa vie. Le regard des autres, au fond, aujourd'hui vraiment, et je pense que voilà, ça n'a jamais trop dicté ma vie. Et si je fais des changements physiques, ou que je m'achète une fringue, ou que je me coiffe comme ça, ou je sais pas, c'est parce que moi, ça me fait du bien. Mais effectivement, on est quand même dans une société, donc forcément, c'est lié à la société. Mais bon, je crois qu'aujourd'hui, vraiment, on peut s'en affranchir, quoi. Ouais. Qu'est-ce que tu cherches quand tu crées? Le succès, l'éternité, la réparation? C'est beau. J'allais dire, c'est beau, l'éternité, la réparation, c'est magnifique. Bonne réponse. Qu'est-ce que t'apporte l'acte de créer au quotidien? J'imagine qu'il y a une part de méditation, de transcendance quand tu crées, en fait, quand t'es vraiment dans l'acte de création. Ah oui, il y a un côté, en fait, il y a une sensation quand je suis quand je touche à ça, c'est merveilleux. C'est une vraie raison de vivre, d'avoir été jusque-là pour ça. C'est quand en fait, vraiment le monde disparaît. En fait, on est dans un instant, soit avec un plaisir qui est aussi sensoriel, avec la musique, un aboutissement. C'est une beauté. Quand on entend de la beauté, moi, de la beauté, c'est les sons qui sortent d'un synthé. Ça peut m'émouvoir à un point où je fais 3-4 accords, une mélodie. C'est le son qui m'émeut. C'est une telle pureté en soi. Je crois que c'est quelque chose qui est tellement beau et pur, et on ne sait même pas à quel point ça sauve, ça aide. C'est tellement innocent d'avoir juste des sons de synthé, c'est beau. Et puis l'aboutissement, quand on a une jolie mélodie, quand on a un propos qu'on arrive à transmettre, à transcrire, à retranscrire à travers une chanson, l'accomplissement d'avoir réussi à transmettre un message, ça aussi c'est très très puissant.
c'est très enrichissant, c'est très nourrissant. C'est une finalité en soi. C'est comme on a réussi quelque chose. Moi, je me dis ça, j'ai réussi quelque chose et si ça peut servir, en plus, c'est merveilleux. Et aujourd'hui, dans mes chansons, j'ai besoin que mes chansons soient nécessaires, enfin, que certaines chansons soient utiles. Je dis pas que toutes mes chansons ont besoin d'être utiles. Il y a des chansons qui sont là juste parce que on est là et qu'on crée et que juste c'est cool et c'est léger. Et une chanson, c'est fait pour danser, pour chanter, pour pas réfléchir. Puis il y a des chansons qui sont utiles et nécessaires. J'ai besoin que l'art soit vraiment nécessaire parce qu'à travers l'art, la place des artistes, c'est aussi de passer des messages. On a cette chance de pouvoir être écoutés. Donc, servons-nous de ces médias pour faire passer des messages et être utile, être utile. Comme j'ai dit en introduction, tu es très engagée sur des thèmes contemporains, tu viens d'en parler, tu écris notamment dans cette ère post-MeToo où règne encore omerta et lâcheté, pas question de retenir les coups ni d'arrondir les angles après la prise de conscience des maux de la société. Dans le titre Sans suite, tu égrènes le vocabulaire poignant des violences faites aux femmes, une suite de punchlines renforcées par les puissances symboliques d'un extrait de l'hymne des femmes. Tu as d'ailleurs récemment été invitée à jouer ton nouvel album pour les 1 an du court-métrage Moi aussi de Judith Godrèche. Pourquoi cet engagement féministe ? Je pense qu'on est, en fait, on est tous. Pourquoi ? C'est parce que juste je suis humaine, je suis vivante et que je suis lucide et qu'aujourd'hui, c'est vrai que le MeToo a ouvert les yeux de beaucoup, enfin de nombreuses personnes. Pas tout le monde, malheureusement, mais c'est quand même un mouvement qui est en train c'est une déferlante. Et tant mieux. Et c'est vrai que c'est comme si on se réveillait d'un grand sommeil et que tout paraît tellement logique aujourd'hui. Quand on regarde l'histoire, quand on regarde juste nos passés, dans quoi on a grandi, la culture, les petits détails de la vie, de famille, la place des hommes, des femmes et tout, ce qu'on entendait à la radio, les textes qu'on entendait dans les chansons, enfin, c'était tellement, pour l'époque, normal. Et aujourd'hui, qu'on ouvre les yeux, quand on regarde tout ça, on ne peut que se dire, mais bien sûr, ça n'est plus possible. Donc je pense qu'on ne peut que se lever et dire, mais oui, bien sûr que c'est pas possible. Et c'est juste ça, d'être engagé, d'être féministe. Enfin, c'est juste avoir envie de retrouver, enfin de trouver cette place juste de la femme dans la société. C'est tout à fait naturel. En fait, tous les hommes, les femmes devraient être féministe. Enfin, c'est même un mot c'est un mot dingue, mais et enfantiste aussi, parce qu'aujourd'hui il y a une société qui se réveille aussi sur la place des enfants, et l'enfantisme, c'est le nouveau féminisme. C'est-à-dire que la place des enfants dans la société, c'est fondamental, et aujourd'hui on est en train de se rendre compte, mais c'est très difficile parce que la société ne veut pas voir ça encore. Qu'on les invisibilise et qui sont pas les bienvenus dans l'espace public. Tout à fait. Et puis ça doit rester la sphère privée comme les femmes à l'époque. Mais... Exactement. Et puis les enfants, ce qu'ils vivent, leurs paroles, ce qu'ils disent, en fait, ce qu'ils pensent et ce qu'ils veulent n'est pas vraiment pris en compte. Ils sont un petit peu trop les sujets des parents. Et en fait, les parents, pour beaucoup de parents, les enfants sont leurs enfants et les parents sont un peu tout puissants, décident de tout. C'est pas et aujourd'hui on dit que c'est l'enfant roi, mais c'est pas du tout l'enfant roi, c'est les parents rois. Et qu'en fait il faut laisser de plus de place aux enfants dans le sens de les écouter, mais pas de les écouter genre maman, je veux que tu m'achètes ce jouet. Oui mon chéri, enfant roi. Non, qu'est-ce qu'il ressent quand un enfant nous parle? Il faut l'écouter, prendre en compte sa parole et ne pas penser que c'est un caprice. Aujourd'hui, les enfants, voilà, il y a beaucoup de sujets sur notamment les violences faites aux enfants où on pense que l'enfant est un enfant menteur. Autant on a toujours pensé que les femmes sont des femmes menteuses. Et c'est le même système qui se met en place avec les enfants. C'est-à-dire que c'est un système dans lequel on ne veut pas ni croire ni entendre les femmes, les enfants. Face aux paroles des hommes qui ont toujours eu toute la place dans l'espace public. Et aujourd'hui, il faut grappiller de la place pour les femmes, pour les enfants. Bien dit.
On écoute maintenant le deuxième titre que tu as choisi, ça s'appelle Le temps de vivre de Christophe. Radio M. L'essentiel de la musique. Sous la pluie, je marche droit devant, bousculé par des gens que je ne connais pas. Et je me sens fatigué. À chaque pas, la nuit tombe sur mes cheveux collés, dans ces phares qui éclairent ma guitare mouillée. Même la mort est trempée. Avant que vienne l'heure, je quitterai ce monde qui se meurt. Je veux mourir avant longtemps, loin de ce bruit, loin de ces gens. Je n'ai pas eu le temps de vivre. Je n'ai pas eu le temps de vivre. Dans l'avenue sous la pluie, je marche droit devant, dans mon blouson froissé. Je ne veux plus pleurer comme un enfant trop vieux. Sur le trottoir trop petit, je me sens un peu gris. Je m'étouffe d'ennui dans le brouillard glacé. Même la mort est blasée. Je vais partir avant que vienne l'heure. Je quitterai ce monde en pleurs. Je veux mourir avant longtemps, loin de ces cris, loin de ces gens. Je n'ai pas eu le temps de vivre. 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 Et en parlant de ton engagement féministe, justement, tu peux nous en dire un peu plus sur le festival, là, le 31 janvier. Oui, le 31 janvier, j'ai avec mon collectif Soutien Civise 1, qui maintenant s'appelle l'association 160 000 enfants. On a monté le festival 160 000 enfants. C'est une journée dédiée à la lutte contre la violence, les violences sexuelles faites aux enfants, notamment contre l'inceste. Et donc, on a une journée de lecture, de chansons, de concerts, de rencontres avec des associations qui sont engagées dans la défense, dans la protection de l'enfance, des auteurs, des autrices de livres qui viennent pour rencontrer un public, signer leurs livres, discuter, se rencontrer sur scène. Il y aura plein d'artistes qui vont lire des textes, chanter des chansons. C'est très gai. L'année dernière, c'était vraiment un moment magique d'échange, plein d'amour et d'être ensemble. Et c'est vraiment très très beau et très puissant. Et je vous recommande tous de venir le 31 janvier. C'est à la communale à Saint-Ouen. Ouais, c'est pas loin de Montreuil, les Montreuillois, donc montrez-vous à la hauteur. Et c'est vraiment une après-midi, une soirée pleine de chaleur. On est tous les uns avec les autres et il y a des œuvres artistiques, plein d'artistes. C'est super. Venez pour soutenir cette lutte. La lutte contre ces violences sexuelles et l'inceste fait aux enfants. Et pourquoi la chanson de Christophe? Je pensais, voilà, Christophe, parce que Christophe fait partie de mon histoire artistique, il compte, et voilà, je voulais lui rendre hommage
avec cette chanson qui m'a beaucoup touchée quand j'étais petite. Je crois que c'est la première chanson que j'ai écoutée de lui. Voilà, c'est ma chanson de Christophe, la chanson qui m'a marquée quand j'étais voilà, petite. j'avais pas posé la question de l'instant zéro, entre guillemets, le premier souvenir émotionnel en rapport avec la création. Bah, tu viens d'y répondre. Il est temps de clore ce 11e rendez-vous par la séquence du questionnaire de Proust sur le thème de la nuit, introduit par les notes magiques de Lazarus Mann de Terry Callier. Tu écris « L'album L'air de la nuit prend son envol quand la lumière décline, qu'une partie de la ville s'endort pour laisser place à tous les possibles, visions de rêves, de cauchemars, des plaies, des blessures. Entre lumière des néons et silence du cœur, la nuit libère les émotions ou apaise celles qui tourmentent. Pourquoi ce thème de la nuit pour cet album ? La nuit a toujours été dans toutes mes chansons. J'ai toujours créé la nuit et la nuit m'accompagne. La nuit, c'est vraiment. C'est ta compagne. C'est ma compagne et c'est un vaste sujet, la nuit. La nuit. Alors, on va commencer le questionnaire tu vas nous en dire plus sur ton rapport à la nuit. Est-ce que tu dors beaucoup ? Non, je dors pas beaucoup. Ceci explique cela. non, je dors pas beaucoup. Dans ma tête, il y a des moulins qui s'arrêtent jamais. Et puis j'ai une vie qui est très remplie, avec notamment ma fille, et puis mes projets, la musique, plein de choses, mon festival, les projets, les choses, et puis la gamberge. Et puis quand je suis réveillée, j'arrive plus à dormir. Et puis j'aime beaucoup le matin, quand tout le monde dort. Si je suis réveillée, j'en profite. Enfin, j'aime bien pas dormir, en fait. Est-ce que tu crées davantage la nuit que le jour ? Plutôt la nuit, c'est ce que tu avais l'air de dire. je crée. Ouais, alors, je crée la nuit, mais le jour, je travaille. D'accord. Ouais. Tu peaufines les textes, tu peaufines les musiques. Oui, ouais, voilà. Disons que l'inspiration, c'est la nuit, c'est dans ce grand univers vide et vaste, et avec les questions existentielles qui peuvent arriver dans ma tête, s'inviter dans mes textes et dans mes musiques. Et puis la journée, oui, je peaufine, je fais de la prod, je suis à mon ordinateur avec mes synthés, mes machines, et là je produis, donc je travaille. Je travaille les musiques, je travaille les accords, je travaille les sons, je travaille mes textes, voilà, avec un côté rationnel, artistique. Tandis que c'est vrai que le soir, à la nuit, je m'abandonne plus à ma créativité sans trop réfléchir. Ton rêve récurrent ? Mon rêve récurrent, c'est que les enfants dorment tous tranquilles la nuit et que plus aucun adulte ne les embête. Un rêve devenu réalité ? Que la musique soit toujours dans ma vie aujourd'hui et que je continue de vivre avec elle et à mes côtés, et qu'elle continue de me faire vivre. Ta plus grande insomnie ? Une grande nuit blanche de fête. C'est une nuit à danser, à faire la fête. Est-ce que la nuit porte conseil ? Tu as déjà répondu, je pense que. Oui, alors la nuit porte les rêves, la nuit porte l'espoir, la nuit fait l'amour aussi. Elle porte les rêves et elle porte aussi les cauchemars. La nuit, elle peut être rêve, elle peut être cauchemar. C'est ça où c'est complexe. La nuit, elle sauve autant qu'elle peut abîmer. En tout cas, elle nous renseigne sur nous et sur les autres. Et puis, elle porte nos vies entre ses mains. Beaucoup de choses se font la nuit et se défont. La nuit, une amie, ennemie, une anemie. Une anemie. Comment résistes-tu au sommeil, justement ? Est-ce que tu carbures avec des choses la nuit ? Non. Licite ou illicite ? Non. Là, pour le coup, j'ai pas besoin de ça parce que franchement, je sais pas, dans mon cerveau, ça, c'est pas besoin. J'ai la passion déjà quand je travaille. La passion me porte, et puis aussi, la pugnacité, le travail, la volonté. Quand je dois pas dormir, je dors pas parce que j'ai des choses à faire aussi. Non, c'est une vraie. Je tiens par la force du mental. Par la force de la création. Et de la création et de la passion. Voilà. Est-ce que tu lis la nuit parfois ? Et qu'est-ce que tu lis ? Oui, je lis souvent. Enfin, je lis avant de dormir quand je peux, quand je suis pas trop crevée ou quand j'ai de la place dans ma tête. Mais par exemple, en ce moment, j'ai beaucoup de livres autour de moi. J'ai beaucoup de
Là, j'ai sur ma table de chevet, j'ai classé Sans suite, par exemple, de Violaine de Philippe Sabat. J'ai toujours, je sais pas, je viens d'acheter le dernier Roman Brizard, Inceste d'État, mais je suis une sur deux de Gilia Foyce, que je viens de terminer, Le coup de la virilité de Lucille Peytavin. J'ai plein de livres en ce moment. Que de bonnes lectures, on peut dire. Mais je les ouvre, je les ferme. En fait, elles sont à côté de moi et c'est vrai que j'adore. C'est aussi ces livres, de les ouvrir, de les fermer. Il y a toujours, chaque page est intéressante. Ce sont pas des romans, ce sont des livres qui enseignent tellement de choses qu'on peut les ouvrir, les fermer. Et comme ça, la nuit, le jour, on pioche. Ouais, c'est. Ouais. Le mot de la nuit, M-O-T. La solitude. Les mots de la nuit, M-A-U-X. La solitude. C'est vrai. Alors que tu peux aussi, la nuit, quand tu fais la fête, tu fais recherche de la compagnie. Ouais, mais les mots à M-A-U-X, c'est vrai que c'est cette solitude, c'est cette nuit amie, c'est cette nuit ennemie, cette solitude qu'on cherche, parfois qui nous angoisse. C'est être ensemble et parfois être seul. Enfin, c'est vraiment un endroit où rien n'est écrit. Tout est toujours à refaire la nuit et on ne sait pas si on a envie d'être cette personne seule ou cette personne accompagnée. La musique de la nuit. Alors c'est la respiration, le battement de cœur et puis un bon titre à 120 BPM pour aller danser. Ouais, c'est l'autre côté de la nuit. Il y a pile ou face dans la nuit en fait. Il y a la solitude et l'unisson avec d'autres personnes. Exactement. Dans les battements de cœur, ce que tu disais. Il y a le côté l'introversion et puis l'unisson avec les autres. C'est un jeu, c'est un va-et-vient constant. Cette nuit-là nous emmène là-dedans. C'est quoi ta Madeleine de Proust à toi? Alors mes Madeleines de Proust, ce serait des musiques. Et ça marche toujours, et je pense que ça marchera jusqu'à la fin de ma vie. C'est quand j'écoute, je dis pas qu'il y a que ça, mais ça marche pas mal. Les musiques de dessins animés de mon enfance, c'est vraiment à chaque coup, ça me fait les mêmes émotions. C'est comme si je replongeais dans le passé, au moment où j'entendais ces chansons, et je me retrouve une petite fille. Ça me fait vraiment voyager et revenir dans ces émotions de l'enfance. Immédiatement, c'est le son. Donc c'est vraiment le son, c'est mon média qui me touche, qui me fait vibrer. Et ouais, voilà, tu me mets des génériques de dessins animés de mon enfance, je peux me mettre à pleurer. Genre, ou à rire. C'est quoi les dessins animés? C'était quoi ton dessin animé préféré? Oh là là, j'en avais pas mal. Hein. J'étais, quand tu y penses, j'avais Sarah, la petite princesse Sarah là. Sarah, tu es bien jolie. C'était horrible parce qu'en fait, elles sont toutes. En fait, c'était une orpheline, elle avait plus de papa. C'était dramatique. C'est horrible. Elle nettoyait la pension. Toute la pension des enfants, c'était la petite sous-fif qui nettoyait par terre, qui faisait le ménage de toute l'école. Et moi, je regardais ça, genre, c'était Cosette, Sarah. quoi. C'était Cosette. Il y avait la petite fermière, Cathy la petite fermière. Il y avait Rémi sans famille, qui avait pas de papa. Non mais. C'est horrible. Et en fait, on regardait ça et moi, j'avais envie de... J'étais en empathie avec tous ces personnages. On était dans des trucs méga tristes, quoi. Et comment s'identifier à une petite fille qui a plus de parents et tout. Et limite, on voulait... Est-ce que maman, t'es vraiment ma mère? Enfin, maman, limite, t'as envie que dans un fantasme, vous m'auriez pas trouvé dans la forêt. Enfin, mais non, en fait, non, t'as pas envie. C'est très bizarre, ce truc. C'est vrillé, quand même. C'est pété du casque, quoi. Que des enfants qui ont pas de parents. Enfin, c'est vrai. Et on adorait ça. Et on adorait ça. Et même Gigi ou Amy Magique, moi, j'écoute des trucs comme ça. Franchement, c'était une petite fille qui se transformait en femme. D'un coup, elle faisait genre, tourne destinée. Et d'un coup, elle devenait une femme. Déguisant. Je me souviens. En plein de métiers différents, donc c'est génial. Ouais, tu peux devenir hôtesse de l'air, tu peux devenir président de la République, tu peux devenir médecine, tu peux devenir tout ce que tu veux. Mais quelque part, c'est la petite fille qui se transforme en jeune fille. Enfin, c'est tellement chelou. Enfin, on était quand même dans des mondes un peu pétés de tous ces jeux. Mais c'était mieux. Moi, je préfère les dessins animés que j'ai regardés petite que le dessin animé que mon fils va regarder. Parce que merci la patte patrouille. Si vous nous écoutez avec l'enfer de la patte patrouille, vous comprendrez. Si vous avez des enfants. Alors, écoute, on arrive à la fin de cet entretien. J'avais encore plein de questions à te poser et je pense que les gens qui nous écoutent pourront les poser par l'intermédiaire soit des réseaux sociaux, soit du site. Et en tout cas, je te remercie d'avoir répondu
positivement à cette invitation. Je vous remercie tous et toutes, vous qui êtes à l'écoute de l'œil de la nuit. Merci de nous avoir suivis dans ce périple garanti sans IA à cette heure où tous les chats sont gris. Merci donc à toi, Loane, d'avoir accepté de partager un peu de ton intimité. Merci beaucoup, Claire. Merci, c'est moi. Et merci au magicien des manettes de Radio Ems, Franck en régie, sans qui cette émission ne saurait voir le jour ni la nuit. Vous pouvez retrouver les albums et les duos de Loane en écoute sur toutes les plateformes. Et on se donne rendez-vous le mois prochain autour d'autres personnalités tout aussi inspirantes. On se quitte avec Sweet Harmony de The Beloved, un grand classique du milieu des années 80 que tu as interprété, Loane, pour l'artiste de French Touch, Xavier Jameau. Tout à fait, oui. Et qui a réuni plusieurs chanteuses, je crois, Elena Noguera, Barbara Carlotti. Oui, Alka Balbir, Nubia. Voilà. Donc c'est un titre tout trouvé. Bonne nuit, les amis. Bonne nuit. Make the world your priority.